Bonsoir les amis, bonsoir à vous, bonsoir le chat. Donc, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Radiotech Marseille, la deuxième, où nous allons, encore une fois avec Nicolas Sexic, parler de plongée technique. Mais cette fois, pas en circuit fermé, en circuit ouvert. En tout cas, s'il vous plaît, tout le monde, je vous invite à accueillir la personne derrière cette radio, Nicolas Sexic, qui arrive. Je vais le faire apparaître parce que c'est mon super pouvoir avec la régie. Hop. Et bonsoir Kevin, et bonsoir à tous. Comment vas-tu Nicolas ? À merveille, écoute, très content d'être là et de pouvoir partager quelques moments à parler de plongée technique. Et effectivement, aujourd'hui, on va aborder une thématique un peu différente de celle de la dernière fois. On va parler de circuit ouvert, bien sûr, mais on va quand même aussi reparler de circuit fermé, si tu es bien d'accord avec ça. Moi, je vais te suivre. Donc, combien y a-t-il de personnes ? Il y a déjà une cinquantaine dans le live. Donc, pour rappeler la thématique, justement, vous l'avez vu. Est-ce que tout le monde a vu les stories ? Est-ce que tout le monde sait quelle est la thématique de ce soir, le chat ? Je vous laisse quelques secondes. Nous, c'est une thématique qui nous touche particulièrement parce que, pour ma part, je ne viens pas de cet univers-là. Et donc, je vais être un petit peu le monsieur Candide de cette soirée, où je vais poser tout un tas de questions. Et évidemment, vous pourrez poser tout un tas de questions sur cette pratique-là. Alors, qu'en dit le chat sur le sujet de ce soir ? Est-ce que vous l'avez vu en story ou pas ? Sachant que maintenant, on vous propose, avant les lives, justement, de pouvoir choisir le sujet du live suivant. Donc ce soir, nous allons parler de plongée technique, plus sur l'angle d'un débutant comme moi, sur comment, par où, commencer la plongée technique. T'es d'accord avec ça, Nicolas ? C'est un sujet qui t'intéressait ? Absolument, tout à fait. Et c'est un sujet qui fait totalement écho à des questions régulières qui sont posées par nos plongeurs, par nos futurs plongeurs techniques. Souvent, il y a une forme d'inconnu, une forme de doute sur la façon d'aborder la plongée technique, c'est-à-dire que comment on fait pour devenir, sous le terme générique, plongeur tech. Est-ce qu'il y a un itinéraire type ? Est-ce qu'il y a, au contraire, certaines voies à éviter, des voies de garage, des approches qui sont plus pertinentes que d'autres ? Alors ce soir, on va en parler largement, en évoquant les différentes façons de faire, les différentes hypothèses sur la façon de s'y prendre. Et on va voir que les chemins sont variés, car les objectifs le sont tout autant. Parfait. On commence à être une petite cinquantaine, donc j'en profite pour vous souhaiter à nouveau bonsoir à ceux qui sont arrivés. Donc, on est pas mal nombreux. Je pense qu'il y a beaucoup d'amis à toi et il y a peut-être quelques-uns de ma communauté. Alors, merci à vous d'être là, les amis, et surtout, pour que ce live se passe au mieux, on l'a pensé ce soir plus comme une discussion avec des échanges, et on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vos questions pour interagir au maximum. Et justement, je serais curieux, le chat, donc c'est à vous qu'on s'adresse, si vous arriveriez à nous définir, selon vous, ce qu'est ou ce que n'est pas la plongée technique. On va regarder vos réponses justement dans le live. Donc je vois que Romain Louis est prêt à commenter instantanément sous peu. Et donc vas-y. Selon vous, qu'est-ce que la plongée tech ? Moi après, je vais donner ma petite définition qui vient du monde RSTC et on va voir ensuite quelles peuvent être les autres définitions de cet univers. On vous laisse quelques secondes. Donc on a Romain Louis qui propose Super à 60 mètres. C'est une lecture. Thibaut qui a une autre approche. La plongée technique, c'est faire les choses bien, le mieux possible. Tu me vexerais presque. Hein. Max, ça va être... Dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs de ces réponses. Tu les vois, Nicolas ? Tu peux en lire une ou deux si tu veux. Je les vois. Effectivement, plus de 40 mètres avec déco, c'est déjà une approche. On parle d'un périmètre de pratique, mais qui se tient tout à fait. On parle de gaz aussi, les gaz, on est totalement là-dedans. Il y en a qui parlent de localisation d'ailleurs, hein. La plongée tech, c'est la plongée au Mexique. En tout cas, effectivement, il y a des environnements qui s'y prêtent et qui imposent le recours à la plongée technique. Ça, on peut absolument en convenir. Après, au Aquac, on peut faire de la plongée tech, comme tu vas le voir ce soir, ici même à Marseille. Moi, je vais te donner mon avis. Enfin, en tout cas, la définition dont je te parlais, celle que j'ai appris. Alors, pour moi, mais peut-être que le chat va me fusiller, hein, je suis prêt. Donc, pour moi, la plongée technique, c'est une plongée avec un plafond virtuel ou
réel. Donc le plafond virtuel, c'est justement de la déco, et le plafond réel, ça peut être, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, de la cave. Et on va justement regarder un petit peu des images qu'on a tournées près de chez nous. Là, on n'est pas profond, on a une quinzaine de mètres, mais selon certaines fédérations, on est déjà sur de la plongée technique. Qu'est-ce que toi tu en dis? Pour répondre à cette question, la potentielle définition de la notion de plongée technique, pour moi, la plongée technique, c'est vraiment un terme très, très vaste, très général, qui désigne des pratiques, des techniques, le recours à du matériel, le recours à des gaz et à des connaissances qui permettent de s'aventurer dans des environnements qui ne sont pas accessibles aux plongeurs, on va dire entre guillemets occasionnels, et dans des environnements qui représentent des risques vraiment très minimes. En fait, c'est vraiment tout l'arsenal de savoir, d'équipement et de technique qui permet de s'engager dans des environnements qui pourraient, par destination, devenir hostiles. Ta réponse, c'est ce qui nous amène d'ailleurs au fait que cette définition-là, finalement, ça peut varier en fonction des plongeurs, je suppose, parce qu'ils peuvent mettre leur niveau d'hostilité ou de le définir selon leur bon vouloir, non? Qu'en pensez-vous, le chat? Et toi, à quel moment tu penses qu'on passe cette étape? Alors, dans la conception française des choses, c'est vrai qu'on est une exception un peu dans le monde, dans le sens où les prérogatives des plongeurs loisirs sont déjà des prérogatives qui sont très vastes, très permissives et qui permettent de faire des choses relativement risquées. C'est-à-dire quand on s'aventure à 60 mètres de profondeur avec un monobouteille, avec de la décompression en utilisant de l'air, on est déjà, à mon sens, déjà dans le domaine de la plongée technique. Et les fédérations et les organisations RSTC, anglo-saxonnes pour la plupart, ne permettent pas ce type de pratique. Donc nous déjà, on a un angle de lecture qui n'est pas le même que les autres parce qu'on est habitué à faire des choses un peu différentes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est bien, mais après tout est question d'expérience, d'objectifs, mais on va de toute façon avoir intérêt, et moi, à mon sens, enfin en tout cas c'est comme ça que je le pratique au quotidien, de la façon dont on va l'enseigner au sein de notre école. Le premier niveau de plongeur technique, pour moi c'est le niveau 3. C'est-à-dire que le plongeur qui peut s'aventurer dans les 60 mètres de profondeur, pour moi ça devient un plongeur technique. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous au sein de l'école, on s'en est fait une question de principe, on ne forme de plongeurs niveau 3 que en même temps est strictement associé à une formation nitrox confirmée, et donc pour proposer des formations où on va, avec la profondeur, associer l'usage des gaz les plus cohérents pour pouvoir accéder en sécurité à la profondeur. Je vais même me permettre justement pour appuyer ça en le montrant. Toi, tu le mets directement sur ton site internet dans les formations techniques. Là, on est dans de la formation technique et tu commences avec le niveau 3 et le niveau 3 qui passe avec le nitrox confirmé, c'est bien ça? Absolument, absolument. Moi, dans ma conception de la plongée profonde, ça me paraît inconcevable de s'aventurer à 60 mètres de profondeur sans faire une décompression accélérée avec du nitrox. Et c'est, à mon avis, un travers du système français, parce qu'aujourd'hui, il est possible d'être formé niveau 3 sans forcément, au cours de sa formation, avoir dépassé les 40 mètres de profondeur et ensuite se voir attribuer des prérogatives qui permettent d'évoluer très profond sans forcément en avoir fait l'expérience. Et donc, nous, dans notre pratique, une formation niveau 3, ça passe forcément par au moins 4 ou 5 plongées dans l'espace 50-60 et l'utilisation du nitrox confirmé pour accélérer la décompression. Très intéressant. Qu'est-ce que vous en dites, vous, dans le chat? Pour le plan du live, d'ailleurs, excusez-moi, je vous ai même pas présenté le plan de ce soir. Donc là, on va essayer un petit peu de définir le sujet pour que vous puissiez éventuellement, pour ceux qui ne sont pas plongeurs tech comme je le suis finalement, parce que j'espère que lorsque j'aurai fini mes formations chez toi, je le serai. Mais pour l'instant, moi, je suis issu du monde RSTC. Donc peut-être essayer de donner une définition. Ensuite, on va voir quels sont les différents environnements où ça s'applique. J'ai quelques images d'épaves notamment qu'on peut avoir à Marseille. On va ensuite voir les fédérations et éventuellement discuter un petit peu s'il y a des philosophies en fonction des fédérations. Et après, on regardera un petit peu plus en détail un parcours type, par exemple, si on se forme chez TDI. Alors, on a choisi TDI parce que tu es un centre formateur principalement TDI, mais évidemment, ces parcours de formation se retrouvent aussi dans les autres types de fédérations. Absolument. Et à la fin, on pourra, si vous le souhaitez, essayer de vous montrer et de discuter de différents sites de plongée
que ce soit ici à Marseille ou toi que tu as pu filmer sur ta chaîne YouTube, et des niveaux justement requis pour les atteindre et quel est l'intérêt. Pendant que j'ouvre peut-être les vidéos d'épave pour parler un petit peu des environnements, je te laisse regarder un petit peu le chat et éventuellement répondre à quelques personnes. Alors oui, là, je présume un petit peu des vidéos que tu vas diffuser. Quand tu parles des environnements, moi tout à l'heure je parlais d'environnement hostile. Bon, l'environnement le moins hostile du plongeur, même si l'eau par définition est un environnement hostile, toutes les plongées qui vont se faire dans les 20-30 mètres de profondeur, en environnement libre, sans plafond, avec un courant limité, une météo de surface qui est correcte, c'est l'environnement le moins hostile du plongeur. Cet environnement, ensuite, il peut devenir un poil plus compliqué dans l'hypothèse où on s'aventure dans déjà tous les environnements qui sont sous plafond. Dans les environnements sous plafond, on va penser évidemment aux grottes, qu'elles soient profondes ou pas, parce que tout à l'heure on parlait du Mexique. Je pense qu'il y a deux zones absolument légendaires dans la plongée technique. Pour ceux qui veulent pratiquer la plongée souterraine, ça va être la zone du Lot en France, qui sont des cavités très profondes et très longues. Et ensuite, les environnements mexicains avec les cénotes, qui sont des réseaux labyrinthiques qui n'en finissent pas de plusieurs milliers de kilomètres, et qui, dans les deux cas, imposent effectivement le recours à toutes les techniques de la plongée technique. Voilà. Alors après, il y en a d'autres, des environnements peut-être plus exotiques, mais pas forcément aux températures accueillantes. On peut penser à la plongée sous glace, dès qu'on se retrouve dans un environnement où on rentre par un petit trou scié à la tronçonneuse dans la banquise ou sur la surface d'un lac gelé, et qu'on s'aventure avec un fil d'Ariane, et bien on est dans les domaines de la plongée technique. Pour certains environnements qui nécessitent aussi des précautions en termes de navigation, qui vont nécessiter des outils électroniques pour s'aventurer à une distance importante du point de départ et le point de retour. On est également dans le domaine de la plongée technique et au recours à des outils spécifiques. Mais là, les exemples sont très nombreux et on pourrait les évoquer. Et là, les images que tu nous montres de grottes l'illustrent parfaitement, même si on est plutôt dans le domaine de la caverne, c'est-à-dire avec des entrées qui sont relativement proches. Dans les standards de la formation en plongée souterraine, dès qu'on s'aventure au-delà d'une soixantaine de mètres de l'entrée d'une caverne, on est déjà dans le domaine, dans le début de la plongée souterraine. J'en profite aussi pour rebondir, parce que même moi je me rends compte que ma définition est particulière. Je ne me suis jamais estimé plongeur technique, et pourtant j'ai fait de la pénétration d'épave, je fais de la pénétration de grotte, donc techniquement, même dans le RSTC, on rentre là-dedans, parce que dans le RSTC, tu peux être dans du récréationnel, tout en ayant les spécialités, par exemple chez SSI, de pénétration d'épave. Absolument, ça veut dire qu'il peut y avoir de temps en temps, qu'on s'en rende compte ou qu'on ne s'en rende pas compte, un trou dans la raquette, et le danger n'est pas toujours que dans la profondeur. Il peut être dans l'engagement. Et l'engagement, ça peut être la durée de palier, ça peut être l'éloignement du point de sortie, ça peut être lié à la turbidité de l'eau, et il n'y a pas forcément de standard qui va définir le degré de risque de la turbidité de l'eau, mais pourtant, parfois, on n'a pas besoin d'être profond pour être dans un environnement hostile, avec une eau où on ne pourrait pas vraiment voir correctement le bout de son bras, quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien faire aussi une petite remarque à Dave Gus, qui a marqué en commentaire. C'est vrai que c'est bien fait chez Tech Marseille, mais c'est aussi pour ça que je suis chez toi, Nicolas. Cette association des niveaux et des gaz obligatoires, ça paraît logique quand on le voit, mais je ne connais pas d'autre école qui a ce raisonnement-là. En fait, Dave Gus, sans vouloir prêcher ma chapelle, si tu parles d'école en France, peut-être qu'il n'y a que Plongée Tech Marseille, mais par contre, dans le reste du monde, la profondeur est très associée au gaz, notamment parce qu'on essaye de promouvoir au maximum la plongée en nitrox dans le RSTC. C'est quelque chose qui est très 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 courant. En Bretagne, on le fait beaucoup moins, j'en sais quelque chose. Et dans le RSTC, passé 40 mètres, on invite très fortement à avoir des gaz en plus, sachant qu'on ne peut pas passer 40 mètres sans avoir l'extended range, qu'on va voir ensuite dans les formations. Il y a un consensus en ce moment qui est en train de se dessiner, notamment lors des derniers... il faut savoir que tous les 4 ans, je crois, il y a des grandes discussions des fédérations principales dans le RSTC. Et là, il est question de ne plus faire de plongée à l'air au-delà de 40 mètres dans tout le cursus RSTC, donc en fait quasiment dans le reste du monde. Corrigez-moi dans le chat si j'ai faux, mais je pense que à l'échelle du monde, ce que toi tu mets en place en France, c'est aussi quelque chose qui est en train de se dessiner, non?
De toute façon, on est soit en avance, soit en retard, mais depuis très longtemps, la plupart des organisations internationales ont compris que plonger à l'air à 60 mètres, c'était pas une chose très raisonnable, même si y en a qui font pire que nous, hein. Alors après, je pense par exemple à la Belgique, où on va retrouver d'excellents plongeurs, des plongeurs qui sont particulièrement efficaces, extrêmement lucides, très efficaces dans l'eau, où on leur donne la possibilité de pouvoir plonger encore plus profond que nous à l'air. Et je ne pourrais pas vous les montrer, mais il y a encore quelques années, on trouvait des tables de décompression de la fédération belge qui permettaient de plonger jusqu'à 91 ou 92 mètres à l'air. De manière générale, tout le monde s'accorde à dire que le périmètre de la plongée à l'air, il serait raisonnable de le réduire à la profondeur des 40 mètres. Et donc, au-delà, d'utiliser et des gaz et des équipements différents pour optimiser toute la sécurité. Je me permets de rebondir parce qu'il y a des questions dans le chat. Excusez-moi si je donne des acronymes un peu barbares. Donc RSTC, c'est Recreational Scuba Training Council, je crois. Et même il y a World, des fois c'est WRSTC. Et c'est une sorte d'agreement, d'accord commun avec toutes les fédérations principales de plongée récréative. Donc vous en connaissez certaines comme PADI, mais il y en a d'autres. Il y a SSI, il y a NAUI, il y a peut-être RED, il y a SDI évidemment. Et ils se regroupent régulièrement pour mettre toutes les informations en commun, notamment avec la DAN aussi, qui est le gros assureur international, pour essayer de promouvoir les bonnes pratiques et d'homogénéiser toutes les pratiques de la plongée en ce que l'on appelle en loisir, en récréatif. Et donc, dans ce cadre récréatif, c'est pas de plonger au-delà de 40 mètres avec un certain nombre de règles. Et donc, ça a permis à l'échelle mondiale d'homogénéiser les formations, les niveaux, et donc de pouvoir passer à droite, à gauche. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très utilisé. J'ai l'habitude, parce que moi je viens de ce milieu-là, de penser que tout le monde connaît, mais c'est une erreur de ma part, pas forcément. Du coup, on a parlé un petit peu des différents environnements. Est-ce que ça implique aussi du matériel? Parce que par exemple, est-ce que le scooter, c'est de la plongée technique? Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire sur ce sujet? Alors, parmi effectivement une des définitions de la plongée technique, c'est le recours à un matériel spécifique. Ce qui aujourd'hui alimente la technique, les techniques en plongée technique, ce sont des pratiques qui peuvent être héritées de certains plongeurs loisirs qui se sont posés des questions pour améliorer leur sécurité. Ça peut aussi être hérité des pratiques de la plongée professionnelle, du travail des scaphandriers. Ça peut aussi être hérité de l'environnement militaire, mais c'est effectivement tout le recours à du matériel spécifique qui permet d'évoluer en sécurité. Parmi ces équipements, il y a des grands principes presque philosophiques de la plongée technique. Un des principes fondateurs de la plongée technique, c'est la notion de redondance, par exemple. Quand on évolue en plongée technique, il est absolument inconcevable de ne pas doubler ses sources d'air, tous les équipements qui sont vitaux. En plongée souterraine, ça va être également les éclairages. Alors, il y a certains équipements qu'on ne peut pas doubler, comme une combinaison de plongée. Donc là, dans ces environnements, il faut évidemment choisir avec soin quand il s'agit d'une eau très froide, d'une combinaison étanche de qualité. Mais le recours à du matériel spécifique, il est absolument indispensable. Et donc, on parlait de la redondance, qu'on va essentiellement trouver dans le recours au système de bouteilles séparées ou de bibouteilles. Ça, c'est un des éléments les plus courants qu'on va utiliser en plongée technique. Alors là, tu le montres à travers un bibouteille en configuration DIR pour Do It Right, mais qu'on pourrait aussi retrouver sous une forme un peu différente sur des configurations de type side mount, qui sont des configurations déstructurées, où on va avoir chacune des bouteilles qui est isolée, qui va être placée sur les côtés du plongeur. Side mount, on est aussi donc dans une pratique technique avec le but de trouver la meilleure solution. Side mount, c'est quoi? C'est plus pour de la cave généralement? Alors, en fait, pour répondre à cette question, il se pose la question aussi de... Donc là, ça répond à une question qui nous est souvent posée par les plongeurs. On a des plongeurs de temps en temps, et c'est la thématique de la vidéo qu'on fait ce soir, c'est « Moi, je voudrais me lancer dans la plongée technique, par quoi je commence ?» Pour répondre à cette question, il faut quand même se poser la question de quel est le besoin. Il y a des plongeurs qui sont absolument fascinés par l'envie d'aller très profond dans des épaves extrêmement exiguës, et d'autres plongeurs qui ressentent le besoin de faire des plongées très très longues de plusieurs heures à petite profondeur, mais avec le besoin de furtivité par rapport à la faune pour faire des photos, par exemple. Donc, il faut que ça réponde à un besoin.
Se dire je veux faire de la tech pour faire de la tech, c'est une mauvaise motivation. On ne peut pas se dire je veux faire de la tech parce que ça a l'air stylé. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas une motivation qui est suffisamment solide pour ensuite créer et produire de bons plongeurs. Donc, quelle configuration pour quel usage? Effectivement, dans le cas des pratiquants qui veulent évoluer en environnement souterrain, la configuration side mount est une configuration qui est totalement indiquée, et donc notamment pour les évolutions dans des cavernes à toute petite profondeur. On pense au Mexique par exemple. Il y a quasiment 100% des plongeurs souterrains au Mexique et qui évoluent en configuration side mount, parce que c'est une configuration qui est facile à transporter hors de l'eau, parce qu'on va transporter une bouteille au lieu de transporter un gros bibouteille d'une quarantaine de kilos, qu'on va pouvoir facilement s'équiper avec cette configuration en ayant le cul dans l'eau au bord d'une vasque, et qu'on va pouvoir ensuite, lorsqu'on est en évolution sous l'eau, se faufiler par des trous de souris, voire même décrocher certaines bouteilles pour évoluer dans les environnements les plus étroits et passer les étroitures. Et ça, un bibouteille par exemple ne le permet pas. Donc là, il y a une cohérence totale entre une configuration matérielle et un besoin pratique. Il faut que je rétablisse quelque chose aussi, j'ai dit une erreur. Arnaud m'a corrigé, donc le WRSTC, ça n'est pas que le récréatif. Ça inclut aussi de la tech, certaines fédérations tech. Je vais revoir ma copie. Donc ils mettent en place des standards communs. C'est le pendant de CMAS, de la CMAS, mais pour le reste du monde. Est-ce que tu peux jeter un petit coup d'œil au chat éventuellement et voir s'il y a des questions qui te parlent? Bonsoir Dimitri, merci d'être avec nous ce soir. Et on a été à 98 personnes, on n'a pas encore passé les 100. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant, ou est-ce que le chat vous visualisez bien, ou vous visualisez ce qui pourrait vous intéresser dans la plongée tech? Je vais prendre l'exemple rapidement du Shawan et de cette plongée-là, et après je vais vous montrer les différentes fédérations. Ce qui peut se passer, moi, dans mon type de plongée, c'est que j'ai appris la plongée sans déco, donc sans palier. Donc sur mon ordinateur, je ne rentrais jamais... je ne dépassais jamais ma limite de non-décompression, ma NDL, et dans une plongée par exemple comme le Shawan, ça ne me permettait pas, là sur cette plongée-là, parce que c'est la deuxième plongée, d'aller dans ce hangar-là, et donc on n'avait pu aller que sur l'avant. Pour ce type de choses, est-ce que le fait de faire de la plongée peut-être technique, ou quels seraient les niveaux qui pourraient nous amener à étendre un petit peu plus notre zone de jeu? Pendant que je regarde le chat, si tu peux répondre... Alors oui, il y a essentiellement deux façons d'aborder la question. C'est que en France, dans la communauté des plongeurs français, il y a deux types de plongeurs, à mon sens. Les plongeurs qui sont des plongeurs de formation type RSTC, donc qui ont suivi une formation SSI ou PADI, qui ont suivi une formation Open Water, Advanced, Rescue, mais qui ont toujours cette culture de la plongée sans décompression comme celle que tu évoquais. Après, il y a les plongeurs formation française qui ont fait un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3 et qui ont la culture de la plongée à palier. Dans ce cadre-là, bien qu'il y ait une culture de la plongée à palier, c'est pas pour autant qu'on a envie de faire du palier. On peut avoir envie de faire peu de paliers, voire pas de paliers du tout, et d'utiliser à ce titre des configurations de matériel qui soient plus adaptées et des configurations de gaz qui soient plus adaptées pour plonger et profiter de ce type de plongée. Moi, les formations qui me paraissent être intéressantes pour démarrer la plongée technique, pour un plongeur qui n'aurait jamais eu la moindre approche, la moindre conscience de ce qu'est la plongée technique, c'est la formation Intro to Tech. La formation Intro to... Je vais nous l'afficher. Au lieu de faire le soir. C'est moi. Hein. La personne dont il parle, c'est moi. Il faut vous rendre compte que moi, j'ai eu une aventure. Un jour, on m'a demandé quelle était ma DTR sur mon ordinateur. Voilà, quoi. J'ai baissé les yeux. Donc, non, c'est une aventure. J'apprends beaucoup de choses. Pour un plongeur niveau 2 et un plongeur niveau 3, a priori, la question de la DTR n'est pas un mystère. Donc, formation Intro to Tech. Voilà. Et la formation Intro to Tech, c'est la première formation qu'on va retrouver dans l'école TDI, qui est une formation qui vise non pas à s'aventurer dans des environnements hostiles ou à maîtriser des décompressions complexes, pas du tout. Il s'agit avant tout de maîtriser les fondamentaux techniques de la plongée technique. Les fondamentaux techniques, c'est quoi? C'est essentiellement savoir utiliser le matériel le plus courant de la plongée technique, à savoir le bibouteille, connaître toutes les procédures liées à l'utilisation de ce bibouteille, à savoir la capacité à isoler un bloc qui fuit, être capable d'utiliser la configuration la plus courante de la plongée technique, à savoir la configuration DIR avec un tuyau long. Donc, apprivoiser un environnement matériel qui est un peu plus complexe, mais qui permet de répondre à plein de besoins.
et ensuite de maîtriser la technique fine du plongeur. Parce qu'on peut devenir un plongeur hyper chevronné, hyper diplômé, niveau 2, niveau 3, niveau 4, voire même moniteur, en utilisant un arsenal technique assez réduit. C'est-à-dire du palmage. C'est ce que j'ai fait techniquement, hein. Moi, Voilà, j'ai environ 2000 plongées, mais dans mes 2000 plongées, il y avait 10 décos, quoi. voilà. Avec un recours au palmage ciseau conventionnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a besoin de se déplacer de manière un peu précise, eh ben, c'est le recours aux palmes pour bouger. Et donc là, cette formation, l'Intro to Tech, vise à développer des techniques plus fines qui permettent d'évoluer avec plus de sécurité et plus d'efficacité dans des environnements plus difficiles, plus hostiles. Et donc le recours à la technique du frog kick, donc des techniques de palmage type grenouille, au back kick qui permet également de se déplacer et de faire des rotations ou des petites marches arrière dans des environnements avec un plafond bas, avec un fond potentiellement un peu sédimenteux, et donc du coup d'avoir moins d'impact. Donc là, on est vraiment dans la maîtrise, à la fois la découverte et la maîtrise de l'équipement de base du plongeur tech et les rudiments de la technique. Là, je me permets juste pour le coup de montrer un petit back kick de chez TDI SDI pour les gens qui pourraient être intéressés. Hop, ça c'est le fameux reverse. Ouais, alors ça, il s'agit d'une technique. Alors ça peut paraître bizarre, on se dit, mais quand on plonge, on voudrait aller de l'avant, mais des fois on pourrait aussi avoir envie d'aller de l'arrière. Et on voit bien que il s'agit de techniques là, qui permettent de se déplacer dans des épaves un peu étroites, de faire marche arrière dans une cavité avec un fond sableux vaseux. Et tout ça, ça fait partie justement des savoir-faire que l'on se doit de maîtriser quand on devient un plongeur technique. Donc, pour répondre à la question, c'est si on voulait commencer à pratiquer la plongée technique, on aurait tout intérêt à commencer par une formation Intro to Tech. Après, pour les plongeurs qui auraient immédiatement l'ambition de maîtriser ces techniques-là et en même temps d'aller plus loin en termes de maîtrise de la question de la désaturation, de se lancer sur une formation Extended Range qui est la version plus profonde et la version plus engagée de la formation Intro to Tech qui vise à utiliser une configuration de matériel pareil avec un bibouteille, avec le matériel tech habituel, mais en rajoutant à cela des blocs de déco supplémentaires. Donc selon les standards, on est à 2 blocs de déco pour pouvoir disposer de toute la sécurité nécessaire et suffisante pour évoluer en profondeur avec le bibouteille et la configuration DIR des tendeurs, ainsi que les blocs de déco pour optimiser la désaturation en cours de remontée. Je suis en train de regarder le chat au moment où tu parles. Du coup, je pense que DiveGust a eu ta réponse. Par quoi commencer? Intro to Tech et ensuite Extend and Range. Ça va nous amener aux fédérations et au niveau de chez TDI. Et tu pourras aussi avoir ta réponse avec l'équivalent Tech 50. Je ne sais pas si tu as vu passer la question là dans le chat, mais on va l'aborder dans quelques minutes. Absolument. Alors, la notion de Tech 50, j'y reviens parce que ça, le Tech 50, c'est une approche qui est, si je ne me trompe pas, plutôt liée à la fédération PADI. Et chez PADI, cette approche est une approche qui est essentiellement liée à la maîtrise justement de la notion de palier de décompression et de configuration. Donc on est dans une approche qui est assez proche de celle de la formation Extended Range. Attendez, je vais juste regarder le chat. Donc il n'y a pas de questions particulières. Donc ça va nous amener. Il y a une question qui est posée et elle est intéressante parce qu'elle est assez récurrente. On pose la question de comment est-ce qu'on doit commencer la formation recycleur. Je l'ai pas vu passer. Ouais. Le recycleur, c'est un peu le nec plus ultra de ce qui peut exister en termes de configuration matérielle pour aller plonger profond ou longtemps, ou les deux. Et il y a souvent une hésitation de la part des plongeurs qui ont pour ambition de faire du recycleur profond. Par la force des choses, si on veut faire du recycleur au-delà de 40 mètres, on est forcé de suivre une formation recycleur trimix. Et beaucoup de plongeurs pensent que pour faire du trimix en recycleur, il faut au préalable de la formation recycleur avoir suivi une formation trimix en circuit ouvert. Ça n'est absolument pas nécessaire, surtout, alors il y a quelques années c'était peut-être un peu discutable, aujourd'hui ça ne l'est même plus, dans le sens où, compte tenu des prix de l'hélium, le plongeur qui désormais a l'ambition de pratiquer régulièrement la plongée profonde au trimix a tout intérêt de se lancer dès le début dans une formation recycleur,
Et pour se lancer dans une formation recycleur, le prérequis de base, surtout si on veut aller un peu profond, c'est d'avoir une formation de type niveau 3 et une qualification de plongeur nitrox confirmée. Est-ce que tu as eu ta réponse? Moi, c'est vrai que pendant des années, j'ai cru que le recycleur, c'était... fallait d'abord avoir tous les niveaux techniques et après faire du recycleur. Mais bon, ça, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. J'en profite aussi avant qu'on oublie, parce que la dernière fois, on en a parlé un petit peu trop tard. Lorsqu'on fait des lives comme ça, on essaie de vous proposer une offre spéciale. Et là, il y en a une. Donc, durant la semaine qui va suivre, pour ceux qui voudraient faire des formations avec plongée tech, nous avons ce super code promo Orange Radio espace tech espace 06. Ça vous donnera, si je me souviens bien, donc une réduction de 60 € sur le coût de la licence. En fait, tu factures pas la licence lorsque quelqu'un passe son niveau. On offre la certification TDI. Pardon. Voilà, la certification TDI pour toutes les formations, qu'elles soient Intro to Tech, Side Mount, Extended Range, pour toutes les personnes qui auraient effectivement visionné cette vidéo et qui seraient intéressées pour faire une réservation. Alors pas simplement pendant la semaine, mais jusqu'à la fin du mois de juin. Arnaud, pour répondre aussi à ta question, il faut en faire des plongées 180 € d'hélium pour compenser les 10 000 € du recycleur. Ouais, mais ça c'est en France. En Indonésie, ça coûte encore plus cher. Si tu veux choper de l'hélium à Bali, t'es plus sur les 300 balles. T'as des bouteilles. Moi, je me souviens quand j'étais, et ça a dû encore augmenter, le coût des gaz représentait la moitié du coût de la formation, juste pour la formation. Donc, les choses peuvent s'entendre, quoi. Sauf si tu veux rebondir là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on discute un petit peu des différentes fédérations et pour ensuite après voir le parcours type. Est-ce que vous, dans le chat, vous connaissez toutes ces fédérations? Est-ce qu'il y en a certaines qui vous parlent? Et est-ce que vous avez des questions aussi? Alors, sur ces différentes fédérations, moi, je pourrais en tout cas évoquer les proportions de plongeurs qui appartiennent à ces différentes organisations. En France, dans la communauté des plongeurs tech, on va avoir essentiellement des plongeurs qui sont certifiés par l'organisation TDI SDI. En second, des plongeurs qui vont être certifiés par l'organisme IANTD. Et également beaucoup de plongeurs qui sont formés à la Fédération française, mais là plus dans le domaine des gaz, des plongées au mélange. Et les certifications techniques sont beaucoup plus récentes au sein de la fédération parce que voilà, par exemple, la certification Side Mount au sein de la fédération, je crois qu'elle a 2 ou 3 ans, mais pas plus. C'est pas dans l'ADN premier de la fédération que de faire des formations purement techniques, mais par contre, en revanche, une vraie expérience et expertise au niveau des gaz, quoi. Après, on y retrouve également l'école SSI qui a développé ces dernières années beaucoup de cursus très bien faits dans le domaine de la plongée technique avec beaucoup de supports pédagogiques qui sont intéressants et les très emblématiques plongeurs des GUE, les Global Underwater Explorer, qui est une fédération d'origine américaine qui, un peu partout dans le monde, propose des formations extrêmement précises dans le domaine de la plongée technique. Et toi, chez Plongéotech Marseille, tu travailles avec TDI, si je me souviens bien. Alors nous, on travaille essentiellement avec TDI, à 95% on travaille avec TDI, qui en France regroupe l'essentiel quasiment de l'offre de plongée technique dans les différents centres de plongée et qui regroupe une énorme communauté d'instructeurs extrêmement compétents dans le domaine, qui est pratique dans bien des domaines. Alors, il y en a évidemment beaucoup sur la façade méditerranéenne, mais on en retrouve aussi en Atlantique, beaucoup dans le domaine de la plongée souterraine, dans le Lot essentiellement. On a une question très pertinente de Dave Gus et on pourra aussi répondre à Arnaud concernant certaines philosophies. Est-ce que, Nicolas, les formations tech sont reconnues entre ces fédérations? Si je fais une formation Advanced Range chez TDI, est-ce que c'est reconnu ailleurs? Alors, je ne pourrais pas vous donner tous les détails, mais en tout cas, les informations sont assez faciles à trouver si on allait sur le site de la fédération pour voir quelles sont les équivalences qui sont reconnus avec les niveaux TDI, IANTD au sein de la fédération française. Mais il y a effectivement, et ça c'est plutôt laissé à l'appréciation de l'instructeur qui va dispenser la formation, mais quand vous avez un plongeur niveau 3 qui a déjà une grosse expérience de la plongée avec des compressions, s'il se présente chez vous pour suivre une formation de type d'éco-procédure TDI, qui est une formation qui a pour but d'appréhender la décompression, ça va faire doublon. Donc il n'y a pas vraiment de pertinence. Après, il y a essentiellement des liens qui sont admis entre toutes ces fédérations. Et la question qui se pose souvent en France, et qui est la question un peu délicate, c'est quand j'obtiens un niveau
IANTD ou TDI, qui n'est pas directement reconnu par le code du sport, comment est-ce que je fais pour pratiquer en France en ayant des prérogatives qui soient totalement intégrées? Alors ça se fait assez facilement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout club de plongée avec un directeur de plongée consciencieux et observateur va pouvoir attribuer au plongeur des aptitudes qui lui permettront de totalement admettre en équivalence son savoir-faire et ses compétences obtenues et certifiées dans une autre fédération que la fédération française. Mais pour le coup, je crois que c'était plus la question de Dive Gus. Là, il y a un petit peu d'hors sujet avec le Titanic. Et si on nous recentrait sur les fédérations de plongée technique, mais pour le coup, une formation que tu auras fait chez SSI, tu pourras continuer le cursus chez TDI ou chez Absolument. AITD. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi le bon côté du RSTC, du Concile, c'est qu'ils ont une forme d'accord commun pour avoir des troncs communs dans chaque formation, afin, en fait, ils ont normalisé certaines étapes clés pour que vous n'ayez pas à rester forcément dans votre fédération. Est-ce que, sans forcément rentrer dans la petite phrase ou dans le jugement ou à essayer de prêcher la paroisse. Vous avez vu, j'ai retenu, on m'a repris tout à l'heure. Est-ce qu'on peut voir quand même, par exemple, au sein de ces différents organismes, sachant qu'il y a aussi PADI qui le fait, j'ai oublié de mettre leur logo, on a Arnaud qui s'est formé chez PADI en Tech 50. Est-ce qu'il y a des philosophies qui peuvent se dessiner un peu? Je crois, de mémoire, qu'IANTD fait partie des plus vieilles fédérations tech, si l'on peut dire. Mais est-ce que peut-être tu pourrais m'en dire un peu plus sur les philosophies de certaines? Oui, alors si on devait parler de philosophie, là, c'est toujours un peu délicat parce que il y a la philosophie qui est suggérée ou imposée par l'organisme de certification. Et après, il y a la façon dont cette philosophie elle est transmise par l'instructeur. Essentiellement, ce qui va faire la qualité d'un plongeur, ça va être la qualité d'enseignement de l'instructeur qui va transmettre les bonnes paroles, les bonnes pratiques, souvent à travers quand même quelques obsessions personnelles et quelques marottes. Et là, je plaide coupable parce que c'est vrai que dans mon cas, je sais que j'ai quelques obsessions dans ma façon d'enseigner la plongée technique. Après, sur l'approche de ces différentes écoles, comme tu le disais tout à l'heure, il y a de toute façon des standards minimums qui permettent de s'assurer qu'un plongeur qui a certaines prérogatives est capable d'évoluer en sécurité à certains espaces de profondeur ou certains degrés d'hostilité du milieu. Certaines écoles, comme les GUE, les Global Underwater Explorers, sont des plongeurs qui sont particulièrement distingués par leur degré de précision. C'est-à-dire que dans les standards de formation d'une organisation comme les GUE, il est absolument, et ça c'est une exception par rapport à toutes les autres, impossible de démarrer une formation de niveau intermédiaire si on n'a pas démarré par la formation initiale, les fondamentaux du plongeur. Au cours de cette formation, le degré de précision qui est recherché peut être au degré près. C'est-à-dire que quand on cherche à avoir un plongeur qui est parfaitement stabilisé avec un trim, c'est-à-dire un équilibre, une assiette parfaitement horizontale, le plongeur est évalué par vidéo et son angle maîtrisé sous l'eau est mesuré au rapporteur pour s'assurer qu'il obtient un degré de précision qui est très précis. Dans certaines autres organisations, ça n'est absolument pas un critère. C'est absolument pas un critère. Alors finalement, la bonne approche, c'est la voie du milieu, quoi. C'est-à-dire que, moi, pour ma part, est-ce que c'est parce qu'on est systématiquement trimé à entre 0 et 2 degrés qu'on est un plongeur efficace? Ça en fait partie. Est-ce que ça doit devenir obsessionnel au point d'oublier tout le reste? Je ne pense pas. Et finalement, il y a un juste milieu entre les deux. De la même façon, un plongeur qui voudrait pratiquer une activité dans le périmètre de la plongée technique avec beaucoup de profondeur, avec un environnement très hostile, et qui serait systématiquement à la verticale debout sur ses palmes, ne maîtrisant pas les techniques de la flottabilité, on est absolument hors jeu dans la question de la tech et dans les exigences de la tech. Donc après, on a des organisations qui vont être plus ou moins tolérantes sur ces questions-là. Après, il en va à la fois du bon sens du plongeur et du bon sens de l'instructeur pour former des plongeurs, quelle que soit la couleur du maillot. Il faut évidemment qu'il y ait la passion, mais il faut aussi qu'il y ait l'exigence d'avoir un niveau final qui soit cohérent avec les vrais objectifs de plongeur pour ne jamais se mettre en danger et rester efficace. Ça va nous amener aux différents cursus. Et juste avant de continuer sur les cursus, là les amis, on est une centaine en live.
Et il faut que vous compreniez une chose, c'est très important pour l'algorithme de YouTube que vous likiez cette vidéo parce qu'il va peut-être potentiellement la mettre plus en avant. Donc là, on est 100 viewers pour 3 likes. Donc je vous invite à pousser le petit pouce en l'air. C'est important pour le référencement des vidéos. Ça donne un signal pour YouTube et peut-être que ça peut aider. Donc envoyez vos likes. Regardez, c'est sous la vidéo, vous avez les différents pouces. Pouce haut, pouce bas. On va faire le pouce haut à la romaine, hein, sinon je n'ai pas forcément envie que ça se finisse en combat à mort avec Nicolas. Mais pensez-y, ça nous aide. Ensuite, je vais ouvrir l'image suivante où on va parler d'un cursus type avec TDI et voir quel type de plongée ça peut et ça va nous ouvrir. Ah, t'en vois 24 ici? Bon, bah, c'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions pendant que moi j'ouvre le cursus de chez TDI? Tu peux regarder le chat, Nicolas, Ouais. si tu as des questions passées, et je nous ouvre les fichiers. J'en profite aussi pour remercier TDI qui nous a envoyé ce document rapidement. Est-ce que tu as des questions particulières? Les amis, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Je rappelle aussi qu'il y a une offre à durée limitée pour toutes les formations techniques chez Plongée Tech Marseille, où ils vous offrent, c'est la certification, c'est ça? Donc ça fait 60 Oui. € d'économie chez TDI. Donc profitez-en. Pour ma petite communauté, on essaiera, si ça vous chauffe, d'organiser des intros to tech ou autre chose en août, comme on le fait là avec le recycleur pour juillet. Et un Sochi vient de nous le partager. Comment faire dans un club qui n'a pas de trimix d'ailleurs, mais uniquement du nitrox? Je pense que tu peux répondre à Alexandre. Tu peux faire de la tech sans faire du trimix, Ouais. Alexandre. Le trimix, c'est pas forcément un passage obligé, hein. C'est que selon la pratique, c'est vrai que si vous êtes absolument fan d'exploration au-delà de 50 mètres, la pratique s'impose absolument. Mais si vous voulez évoluer à des profondeurs plus raisonnables, le recours au nitrox peut être totalement indiqué. Et auquel cas, on peut quand même en trouver assez facilement, même si désormais l'hélium se fait rare, se fait cher, et qu'on a tout intérêt à l'utiliser quand même pour des pratiques plutôt en circuit fermé pour que d'un point de vue économique, ça reste raisonnable, quoi, et attractif. On en vient aux différents cursus de plongeurs qui sont proposés par l'organisation TDI. Et ça fait partie, donc c'est à l'exception de tout ce qui est d'environnement, donc sur la droite, là, overhead, donc sous plafond, que nous on ne propose pas du tout parce que sur Marseille on n'a pas d'environnement qui légitimement nous permettrait d'enseigner la plongée sous plafond. On a des grottes, c'est vrai, on a quelques très belles grottes, et d'ailleurs tout à l'heure tu as fait apparaître des images de la superbe grotte à corail, mais on n'a pas d'environnement qui permette de faire vraiment de la plongée souterraine très engagée. On pourrait faire du caverne ou de l'intro to cave, mais c'est vrai qu'on ne s'est jamais aventuré dans cette direction. Alors, du coup, quand on aborde les différents cursus possibles, là on voit qu'il y a deux grandes familles, c'est la plongée en circuit ouvert et la plongée en circuit fermé. La plongée en circuit ouvert, dès qu'on veut commencer à rentrer dans le domaine de la plongée en circuit ouvert, le passage obligé, c'est le nitrox. Et ça peut paraître être une formation un peu basique, mais elle rendrait bien des services. Tout à l'heure, Kevin, tu évoquais cette plongée sur le Shawen, où tu n'as pas pu accéder à la zone profonde de l'épave, qui n'est pas très profonde, hein, pourtant qui a une trentaine de mètres, mais qui, très rapidement, si on veut rester en profondeur et explorer quelques cales, va nous amener au-delà de la limite de non-décompression. En ayant recours au nitrox, c'est-à-dire à un mélange suroxygéné, on peut parfaitement augmenter les courbes de sécurité. Et pour ceux qui se souviennent de la courbe de sécurité à l'air, là où à 20 mètres, vous pouvez rester à 40 minutes sans palier, à la même profondeur, 20 mètres, avec du nitrox 32, vous allez quasiment multiplier votre courbe de sécurité par 2. Alors c'est fou, mais ça veut dire qu'à cette profondeur-là, en ayant simplement recours au nitrox, eh bien, vous allez pouvoir profiter beaucoup plus longtemps, beaucoup plus en sécurité de votre exploration. Si on revient... Excuse-moi, est-ce que tu peux jeter un petit coup d'œil? Il y a eu pas mal de questions. Je vous remercie pour toutes ces questions. On va essayer de prendre la peine de vous répondre et on vous laisse cette petite image du Shawen. Alors déjà, de Erwan, c'est un peu hors sujet, mais c'est pas grave. Vous pouvez poser des questions un petit peu hors sujet. On essaye de vous répondre. Là, moi, je peux pas y répondre. Je vais demander à Nico. Est-ce que il y a des formations éligibles au CPF chez Plongée Tech? Que ce soit chez Plongée Tech ou ailleurs, le congé professionnel de formation, je crois que ça s'appelle comme ça, ce sont des formations
qui désormais sont devenus très réglementés et on ne peut financer dans le cadre d'une formation plongée financée au sein d'un établissement qui est certifié Calliope, uniquement des formations qui, de près ou de loin, seront professionnalisantes ou qui sont une étape intermédiaire pour devenir professionnel. Une formation pour devenir préalable à une formation scaphandrier, une formation pour devenir moniteur ou guide, c'est possible. En revanche, sauf magouille, et ça, évidemment qu'on n'en fait pas, il n'est pas possible de se former à la tech en utilisant des droits au CPF. Ok, et j'ai aussi, alors Romain, on va te répondre avec plaisir, et je vais même te mettre quelques images. C'est une question qui fera sûrement plaisir à Nicolas. Je vous invite aussi, Sochi, si tu pouvais partager le lien dans la discussion, à aller voir le live que nous avions fait le mois dernier sur justement la plongée en recycleur ou en circuit fermé. Donc Romain, je sais que c'est un peu hors sujet, c'est pas grave, mais c'est quoi la différence entre plonger en circuit ouvert ou circuit fermé? Je te laisse répondre, Nicolas, c'est un petit peu ta spécialité. Bien sûr. Eh ben, écoute, la plongée en circuit ouvert, c'est la plongée avec la fameuse bonbonne, quoi. C'est le 15 litres avec lequel on va utiliser un détendeur à 2 étages qui va nous permettre de respirer et où on va consommer progressivement le stock de gaz de la bouteille. La plongée en circuit fermé, c'est le recours à un système de scaphandre qui est un peu différent, un système à recyclage, à circuit fermé qui va permettre d'emprisonner le CO2 produit par la respiration et de compenser la perte d'oxygène en rajoutant l'oxygène consommé métabolisé. Et ce sont des systèmes de scaphandre qui sont bien sûr un peu plus chers, un peu plus complexes à utiliser, mais qui en revanche offrent une bien plus grande autonomie. Et si on devait comparer grossièrement à périmètre à peu près constant, la plongée en circuit ouvert permet de plonger à peu près avec un 15 litres aux alentours des 1 heure, là où un recycleur basique, comme celui qu'on voit s'afficher à l'écran de type Prévost, permet d'évoluer aux alentours des 4 à 5 heures, quelle que soit la profondeur. Donc là, évidemment, on a un système qui est particulièrement performant, très autonome, et cerise sur le gâteau de tout ça, c'est que, étant en circuit fermé, il offre l'immense privilège de ne pas produire de bulles et donc de permettre de s'approcher beaucoup plus facilement de la faune aquatique. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller voir le live que nous avions fait la semaine dernière. Le replay est accessible. Tiens, on va faire un petit point aussi sur tes réseaux. Donc, le replay est accessible sur la chaîne de Plongée Tech Marseille sur YouTube. Le replay de ce live que vous voyez sur ma chaîne sera accessible et visionnable sur la chaîne YouTube de Plongée Tech Marseille aussi. Tous les replays seront regroupés chez Plongée Tech Marseille et vous pourrez aussi, lorsque Nicolas aura le temps, bénéficier d'un petit article sur le site internet pour avoir encore plus d'informations sans te mettre la pression. J'ai quand même dit que tu le ferais, donc maintenant tu es obligé. Je savais que tu en profiterais pour le glisser. Absolument. Alors, Domino, là, c'est vraiment trop hors sujet de parler de l'effet Venturi. En plus, j'ai pas prévu d'image pour illustrer, mais on pourra éventuellement aborder des sujets plus techniques, plus pointus sur le matériel dans de prochains lives. Donc, malheureusement, on va pas aborder ça maintenant. On va se concentrer plus sur la tech, mais n'hésite pas justement à t'abonner, notamment à l'Instagram de Plongée Tech Marseille. On proposera dans les semaines à venir différents sujets pour de futurs lives. Donc peut-être qu'on pourra aborder le matériel, les détendeurs, ce genre de choses. Mais ça nous demande un petit peu plus de préparation. Il faut démonter de l'équipement pour bien pouvoir te répondre. Alexandre, je suis breton. J'essaie d'être breton en tout cas, mais je suis quand même né à Saint-Germain. Donc on reste quand même sur un breton à 2 balles. Mais j'aime beaucoup les crêpes et j'y ai passé beaucoup de temps en Bretagne. Avec Clément, on est ravis que tu sois là. Showtime, mon ami. Absolument, Showtime. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on va maintenant regarder ensemble les cursus? Enfin, le cursus TDI en tout cas. Maintenant qu'on sait un petit peu ce que c'est la différence entre un circuit ouvert et un circuit fermé. Non, j'ai pas abandonné les marinières, Johan. J'ai pas abandonné, j'ai juste oublié ce soir. Si vous saviez le nombre de choses que j'ai en tête. Donc, la marinière est toujours là. Elle sera toujours là. Sachez que je suis quand même le gars à Marseille qui se balade avec un bonnet rouge et un ensemble pantalon haut vareuse ciré jaune de chez Guy Cotten. Hein. Donc on reste breton malgré tout. Alors, est-ce que les formations pro sont centrées sur la tech et prennent en compte le loisir plus la tech pour devenir instructeur tech? Je comprends mal la question de Dave Gus. Alors,
Je pense comprendre la question. Quand on souhaite devenir un instructeur en plongée technique, le préalable à ça, c'est déjà d'être un instructeur en plongée loisir. Difficile de s'aventurer dans le domaine de l'enseignement de la plongée technique si on n'a pas déjà bien roulé sa bosse dans le domaine de la plongée loisir. Donc, une fois qu'on a suivi un cursus de formation pour devenir moniteur de plongée et qu'on a enseigné la plongée à des plongeurs débutants, on peut se lancer dans l'aventure de devenir instructeur en plongée technique dans les différentes spécialités, les spécialités qu'on voit s'afficher à l'écran. C'est-à-dire que toutes les spécialités de plongeurs peuvent devenir des spécialités d'instructeurs. Et donc, Kevin, si tu permets, je vais m'aventurer à détailler un petit peu ces différents cursus, en commençant par la gauche, par tout le cursus de l'Open Circuit. Donc, on a évoqué tout à l'heure la possibilité de faire la formation Nitrox. Dans ces différents cursus, une fois qu'on a fait le Nitrox, on peut s'aventurer dans l'expérience de l'Advanced Nitrox, ce qu'on appelle aussi le Nitrox confirmé en français en Fédération française. Il s'agit d'une formation qui permet d'utiliser, en plus de la bouteille principale, une bouteille secondaire qui va être remplie avec un mélange beaucoup plus riche en oxygène, comme celle que tu as utilisée dernièrement, et qui permet, lors de la phase de remontée, et uniquement pendant la phase de remontée, de respirer un mélange suroxygéné et donc d'accélérer la désaturation sur la stricte phase de remontée et de palier. Et donc, ça permet d'augmenter le degré de sécurité et à la fois de raccourcir la durée de palier pour les plongées profondes. C'est ce que vous voyez là. Là, on est arrivé dans la profondeur planifiée de changement de bouteille. Et là, vous voyez mon binôme qui est en train de passer sur sa bouteille avec un mélange d'oxygène supérieur. C'est bien ça, Nicolas ? Absolument. Voilà. Effectivement, il s'agit à un moment donné, donc dans la phase où on cherche à réduire la décompression, de passer sur un gaz qui va accélérer le phénomène de la désaturation en respirant un mélange très très riche en oxygène et donc très pauvre en gaz neutre qui va accélérer le déséquilibre interne de l'organisme dans lequel on a du gaz neutre saturé et donc pour l'aider à s'évacuer et réduire le temps de palier. Et je me permets juste de répondre à Ikoria. Merci pour ta question. Faut-il d'autres formations spécifiques pour les plongeurs pros type soudeur sur pipeline? Alors, je me permets, je ne veux pas dire de bêtises, pour moi, ce sont d'autres formations, c'est ce qu'on va appeler les formations scaphandrier, classe A. Et après, dans le classe A, tu peux te former peut-être sur du trimix ou autre, mais pour moi, c'est un autre univers si tu veux faire de la soudure. Là, on est dans la partie, dans la plongée professionnelle. Absolument. Là, il y a quand même une segmentation qui est forte dans le domaine. Souvent, le fait d'être un plongeur loisir est un prérequis pour entrer dans une formation de scaphandrier, mais la formation de scaphandrier est dispensée par des organismes de certification agréés, en France d'ailleurs par le ministère du Travail, et qui permettent de certifier et de remettre des cartes de scaphandrier classées selon des mentions et des profondeurs. Hashtag INPP pour ceux qui savent. Et on va aussi répondre à Erwan, mais je pense que Erwan, tu vas avoir ta réponse là dans... Tu as vu la question d'Erwan Coupa? Alors, avant celle-là, moi j'aimerais bien répondre à la question de Cam. Je t'en prie. Qui pose la question de peux-tu nous donner un exemple de prérogatives et d'équipement pour une plongée de 30 minutes à 40 mètres sur épave, par exemple. Ça fait totalement le lien avec la suite du cursus en open circuit. Et moi, il y a une formation que j'aime particulièrement, c'est la formation Extended Range, que l'on va trouver là en bas à gauche, qui est une configuration en bibouteille. Donc au plus léger, on peut être sur un B10 ou un volume un peu inférieur, et 2 blocs de déco. Et là, c'est une configuration qui est très intéressante parce qu'elle permet de s'aventurer assez profond, jusqu'à 50 mètres de profondeur. Là, donc là, dans la profondeur des 30 ou 40 mètres, on est évidemment dans la zone d'ultra confort, et d'avoir une grande autonomie. Et là, on va utiliser donc le gaz fond pour toute la zone, l'exploration et le séjour fond. Et là, on n'est pas obligé d'utiliser de l'air. Mais on pourrait potentiellement faire une configuration en bibouteille avec un Nitrox 32 qui permettrait d'évoluer à 35 mètres, voire 40 mètres de profondeur. Ensuite, d'utiliser une deuxième bouteille avec un mélange type Nitrox 50 pour s'arrêter dans la zone des 20 mètres, poursuivre l'exploration et commencer le début de la saturation, et utiliser un Nitrox 80 ou un oxygène pur à la fin de la plongée. Et là, avec une configuration comme celle-là, avec un bibouteille de Nitrox 32, un petit bloc de déco de Nitrox 40 ou 50 et un bloc de déco de Nitrox 80 ou de 100%, on aurait
des paramètres de désaturation qui seraient tout à fait ressemblants à ceux d'une plongée en recycleur. Donc tant qu'on est dans des profondeurs raisonnables, le circuit ouvert peut totalement se défendre face au recycleur et nous offrir une autonomie et une optimisation de la désaturation qui sont particulièrement intéressants, avec un encombrement matériel. Et là, voilà, l'image que tu montres, c'est parfaitement cette configuration. Avec ça, vous pouvez plonger en binôme d'un plongeur recycleur qui va faire une plongée très ambitieuse dans la zone des 40 mètres et vous ne serez absolument pas ridicule. Et ce qui nous amène après, du coup, à la question d'Erwan sur est-ce que ça vaut le coup au-delà de 60 mètres. Est-ce que pour illustrer ça, tu me conseillerais une vidéo de ta chaîne YouTube où tu allais peut-être le Python du large Alors oui, là sur effectivement le Python de l'Impérial du large, on a une belle brochette de poissons-lunes qui vont permettre d'illustrer tout l'intérêt qu'il peut y avoir à évoluer au-delà de 60 mètres. Souvent, on se dit, la zone des 60 mètres, c'est une zone qui est à peu près baignée par la lumière. Au-delà, on se retrouve forcément un petit peu plus plongé dans l'obscurité. Donc, s'il y a moins de lumière, il y a moins de photosynthèse et moins de vie. C'est pas toujours le cas. Il y a certains organismes qui se plaisent bien dans l'obscurité. Je pense aux gorgones et aux corails. Et vous voyez, sur cette plongée-là qu'on avait faite il y a quelques années, là on est à 70-75 mètres de profondeur, et on s'est retrouvé face à, je crois, pas moins de 6 ou 7 poissons-lunes en même temps. Et comme on a surpris le poisson en arrivant par le fond, le poisson est plus naturellement préoccupé par ce qui arrive de la surface et pas par le fond. Et donc on a réussi à passer de beaux instants avec eux et partager des moments assez magiques. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à plonger au-delà de 60 mètres? Absolument. Dans ce cas-là, ces plongées-là, il faut évidemment un arsenal de matériel un peu plus important pour y accéder, mais c'est tout à fait jouable. Et je crois que la question d'Erwan, mais peut-être qu'on va pouvoir le développer aussi en regardant les cursus, c'est, si je résume bien, pour un N3 qui souhaite faire de la plongée au-delà de 60 mètres, formation recycleur Trimix. Bah, pas forcément, là, comme on le voit, on peut le faire quand même en circuit ouvert. Est-ce que ça vaut le coup? Donc, je suppose que tu parles du recycleur. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup si on ne possède pas de recycleur perso? Bah, tu peux le louer, je pense, mais Nicolas, tu vas sûrement pouvoir répondre mieux. Alors, c'est très difficile de répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on entend par ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup financièrement? Est-ce que ça vaut le coup en termes de plaisir? La plongée, je pense que définitivement, on peut s'accorder sur le fait que d'un point de vue financier, c'est pas un bon coup, quoi. Ça coûte cher, il y a des activités qui sont bien moins onéreuses que celles-là, donc évidemment ça coûte de l'argent, et au plus on veut aller profond, au plus on veut rester longtemps, et au plus on est obligé de casser le petit cochon. Et dans le cas de la plongée recycleur, eh ben, là, à plus forte raison. Mais si, Erwan, pour répondre à ta question, si vraiment ton rêve, ton fantasme, ton obsession, c'est de plonger très régulièrement, plonger régulièrement profond, si toi tu as envie de tous les week-ends ou tous les 2 week-ends ou tous les 3 week-ends d'aller taquiner les abysses et d'évoluer dans la zone des 60 ou 80 ou 100 mètres, évidemment, l'option à privilégier, c'est le recycleur. Et auquel cas, évidemment, tu aurais intérêt d'être propriétaire de ton propre recycleur. C'est un budget. Certains plongeurs le font en louant le matériel pour pas avoir la charge de l'entretien, du stockage. Mais l'essentiel des plongeurs qui veulent pouvoir régulièrement évoluer profond se lancent dans le recycleur et investissent dans un recycleur. Après ça, je pense qu'on en fera une émission à part. On vous avait d'ailleurs proposé dans les sujets comment choisir un recycleur, les différents recycleurs. Parce que c'est ce que tu m'avais expliqué. On identifie d'abord un besoin, on ne choisit pas une machine, on fait plutôt un cahier des charges de nos besoins. Les recycleurs fonctionnent tous à peu près sur le même principe, hein. Alors il y a des différences ergonomiques, des différences de structure, mais globalement, un recycleur, ça reste un vulgaire sac en plastique sur lequel on respire, qui a été un petit peu optimisé, mais... T'arrêtes de dire ça parce que 10 000 Non, le sac en plastique. Je sais, mais bon, c'est pour ça qu'on y a rajouté un peu de couleur et un peu de matériaux nobles, mais globalement, ça reste un sac en plastique. Et d'ailleurs, ça serait très intéressant et j'apprécierais beaucoup, Kevin, que prochainement, on s'aventure à faire un live. Alors, il va falloir qu'on mette beaucoup de warnings sur cette vidéo, mais où on fabriquerait ensemble, en direct live, un recycleur et qu'on montre finalement qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et le caractère un peu simpliste de la chose. Mais alors, je ne sais pas si dans la foulée on ira plonger avec, mais je pense qu'en 1 heure de temps, on peut assez facilement, en tout cas, construire le schéma de principe d'un recycleur et avoir un recycleur sur lequel on pourrait s'amuser à respirer en surface. D'accord. Et donc on se fera à quelle profondeur du coup 60 mètres avec ton recycleur fait maison? Écoute, on essaiera de rester raisonnable, mais Alors, je suis assez confiant sur le fait qu'on puisse faire en 1 heure quelque chose de respirable, au moins à quelques mètres de profondeur.
Alors, Alexandre Kersedi, merci pour ton message. Concernant Aqualong, c'est pas le sujet du live et de toute façon, on va pas rebondir sur des on-dit. J'en sais rien. En tout cas, il continue de sortir des produits et Apex aussi. Donc, on n'a rien à dire là-dessus. Seb Cheuve, peut-être que Nicolas pourra te répondre. Je ne sais pas si ça va faire écho après à la suite. Donc, Extend and Range ira plus vers la sécurité, meilleure décompression en circuit ouvert jusqu'à 50 mètres et à un budget plus raisonnable que le recycleur. C'est plus Absolument. ou moins ça? Alors, la notion de sécurité, on l'a évoqué tout à l'heure un peu rapidement, mais ça nous renvoie à la définition de ce que c'est la plongée technique. La plongée technique, on peut aussi se poser la question de ce que la plongée technique n'est pas. Et à mon sens, la plongée technique, ça n'est pas une activité de survivor, de trompe-la-mort. De toute façon, dans tous les cas, l'ambition d'un plongeur qui veut aller dans un environnement hostile, mais avec un degré de risque qui est totalement maîtrisé. Donc, bien sûr, Seb, l'extended range, ça améliore la sécurité, comme toutes ces formations, quand elles sont bien pratiquées. Et dans le cas de la formation extended range, ça permet de plonger plus longtemps et d'optimiser la désaturation et d'évoluer, et surtout de pouvoir plonger plus longtemps à différentes profondeurs. Et c'est ça qui est intéressant dans cette formation, c'est que comme on va utiliser un éventail de gaz qui est assez vaste, ça va nous permettre de pouvoir explorer longtemps à différentes profondeurs. Et Romain qui nous demande pour commencer la formation tech, il faut le niveau 2 ou le niveau 3. Bah, je pense que niveau 3 avec Plongée Tech Marseille ou durant ton niveau 3, ça fera aussi l'objet d'un live. Je t'en ai parlé tout à l'heure, on ne pouvait pas tout faire ce soir. Je confesse, moi je découvre des choses dans votre façon d'enseigner les niveaux 3 où vous apprenez justement à bien calculer le moment du décollage, la consommation avec la remontée, les gaz de secours, etc. Et donc peut-être que je dis une bêtise, mais la tech, tu le commences, Alex, c'est ce qu'on disait au début du live, à partir du niveau 3 où tu vas faire justement le nitrox avancé, par exemple. Ce sont deux éléments qui vont totalement ensemble. Le niveau 3, c'est l'accès à la profondeur. Le nitrox confirmé, c'est la maîtrise de la désaturation. Et nous, ces deux notions, on les mixe totalement ensemble pour faire de la plongée profonde une pratique qui est efficace et qui est sûre. Et après, on peut bien évidemment l'optimiser encore. Et après, on va être dans les domaines de l'optimisation quand on va parler d'extended range ou de trimix. Mais le point de départ, c'est effectivement le point de départ de la tech pour nous, c'était le niveau 3 et le nitrox confirmé, la profondeur et la sécurité et l'optimisation de la désaturation. Alexandre, je t'invite vraiment à aller regarder le live qu'on a fait. Je te remercie pour tes questions et je vous invite tous à avoir un maximum de questions. C'est aussi pour ça qu'on fait ces lives, c'est pour créer de l'interaction avec vous. Mais je t'invite vraiment à aller voir le live qu'on a fait la semaine dernière où on parle justement bien plus en détail du recycleur. Par contre, on va peut-être l'aborder au niveau des coûts de formation ensuite dans la colonne d'après, mais on va pas rentrer trop en détail dessus ce soir. Est-ce que tu as des questions peut-être que tu souhaiterais rebondir ou on continue tranquillement sur le fameux trimix? Alors oui, on peut totalement rebondir sur le côté trimix. Alors d'ailleurs, il y a avant le trimix, on voit des petites dérives sur le côté trimix avec l'Elytrox, le trimix et l'Advanced trimix. L'Elytrox, c'est une certification qui a été proposée ces dernières années. C'est ce qu'on appelle un trimix light, c'est-à-dire un trimix qui peut d'ailleurs souvent se pratiquer dans une configuration qui est plus proche de celle du plongeur loisir avec un monobouteille et qui permet d'accéder avec plus de sérénité, beaucoup plus de lucidité à des espaces de profondeur qui sont ceux de la plongée à l'air jusqu'à 45 mètres pour les plongeurs qui seraient les plus sensibles à la narcose. Après, on a les grands classiques, le trimix et l'advanced trimix. Donc le trimix pour les plongées jusqu'à 60 mètres, l'advanced trimix pour les plongées jusqu'à 120 mètres. Très clairement, ces 2-3 dernières années, depuis l'explosion du prix des hydrocarbures et par la même occasion du prix de l'explosion du prix de l'hélium, la pratique du trimix en circuit ouvert est une pratique qui est vraiment devenue un petit peu marginale et donc on la voit plus trop. Alors les cursus existent toujours, il y a quelques plongeurs encore qui sont à qui il tient à cœur de suivre le cursus en intégralité pour balayer l'ensemble du domaine de la connaissance. Mais désormais, la plupart des plongeurs qui veulent évoluer dans le domaine de la tech vont plutôt avoir un itinéraire qui va les mener au nitrox, à l'advanced nitrox, ensuite à l'extended range, et qui ensuite, s'il y a l'ambition de vouloir plonger plus profond, de passer sur la formation en recycleur, donc en circuit fermé,
qui commence évidemment, inévitablement, par la formation diluant air, qui est la première qu'on va retrouver ici. La question se pose souvent, et c'est un caractère un peu frustrant, mais pas tant que ça, donc il faut quand même que je l'explique, c'est que la plongée diluant air en recycleur, et ça je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait la dernière fois, se limite à la profondeur de 40 mètres. C'est souvent un peu frustrant pour un plongeur qui a obtenu, à force de beaucoup de travail, des prérogatives pour évoluer à 60 mètres de profondeur, de se retrouver de nouveau rétrogradé et cantonné à la profondeur de 40 mètres avant de pouvoir aller plus profond. Bon, c'est ainsi, je vous renvoie à cette vidéo pour comprendre les raisons de cette limitation, mais il ne faut pas se sentir si frustré que ça, parce que à 40 mètres de profondeur avec un recycleur, vous pouvez envisager des plongées extrêmement engagées, des plongées qui vont vous mener dans des temps de plongée que vous n'auriez jamais réalisé en circuit ouvert, et dans un degré de plaisir qui est assez fou. Pour donner un ordre d'idée, quelques valeurs toutes bêtes. Je vous fais faire en recycleur une plongée d'environ 2 heures, dont 1 heure fond dans la zone des 40 mètres, tout au plus, à la fin de l'heure de plongée, on va se retrouver avec une quinzaine de minutes de palier. Je me permets juste pour donner mon point de vue par rapport à ça. C'est pour cette raison principalement que, alors, pas cette année, mais moi un jour je passerai au recycleur. C'est pour pouvoir aller à 30-35 mètres, me poser devant un sujet et ne pas avoir à me soucier de tout ce qui va être déco ou autre, parce que potentiellement à 30 mètres, je peux même ne pas en avoir en fonction de mon mélange, quoi. C'est pour moi une énorme plus-value. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire que si vraiment on devait comparer avec un recycleur, donc pour revenir au profil que je vous propose, c'est-à-dire une plongée d'1 heure dans la zone des 40 mètres, dans les 30-40 mètres, tout au plus, on va accumuler une quinzaine de minutes de palier. En remontant à la profondeur de 20 mètres, pendant quelques dizaines de minutes, on va pouvoir venir totalement à bout de la décompression, ce qui n'est absolument pas possible avec de la plongée à l'air. Et au moment de regagner la surface au bout de 2 heures de plongée, avec aucun palier affiché sur le recycleur, si on faisait cette même plongée à l'air, il n'y aurait pas beaucoup de difficultés pour se retrouver avec des temps de palier restants au moment de quitter le dernier palier, de l'ordre de 80 ou 100 minutes de palier non fait. Donc le recycleur, c'est vraiment le choc en termes de différentiel et de performance. Donc, bien sûr, 40 mètres de profondeur au début, quand on commence la formation recycleur, ça peut paraître un peu restrictif, mais en réalité, ça vous permet de faire des plongées qui sont plus du domaine du voyage spatial que de la plongée sous-marine. Une fois que vous avez accompli cette formation diluant air 40 mètres, si on revient sur le cursus, on a effectivement la formation diluant air qui permet d'évoluer à 40 mètres de profondeur, donc il va se distinguer air déco. Donc là, moi, j'envisage le scénario de la plongée diluant air déco 40 mètres. Ensuite, s'offre la possibilité de faire les formations de plongée au mélange autre que l'air avec le recycleur, à savoir l'Elytrox, qui permet d'évoluer jusqu'à 45 mètres de profondeur et donc d'améliorer l'ordinaire du diluant air pour ceux qui voudraient évoluer à 45 mètres de profondeur. Pour rappel d'ailleurs, pour les plongeurs qui affectionnent particulièrement la zone varoise, avec une formation recycleur Elytrox, vous pouvez parfaitement plonger sur une épave comme le Donator ou le Grec et passer de grands moments de bonheur. Après, on peut, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, poursuivre avec la formation mixte gaz, 60 mètres, et donc là qui est l'équivalent de ce qu'on appelle le trimix normoxique, que l'on va retrouver à la Fédération française comme le PTH 70. Donc 60 ou 70 mètres selon les organisations, mais qui globalement permettent, et ce n'est pas un volume de bouteille évidemment, qui permet d'évoluer à des profondeurs de 60 mètres en toute sécurité avec des temps de palier assez importants et donc avec des configurations somme toute assez légères, on arrive facilement à évoluer avec des temps de palier de 40 ou 45 minutes en ayant passé 15 minutes au fond à 70 mètres. La dernière formation est finalement le niveau le plus élevé dans le domaine de la plongée générale et dans le cadre de la plongée en recycleur, c'est l'Advanced Mixed Gas qui est la formation trimix hypoxique, donc 100 ou 120 mètres, qui est le niveau le plus élevé et qui permet, donc selon la réglementation française, d'évoluer jusqu'à 120 mètres, selon l'approche RSTC jusqu'à 100 mètres de profondeur. Et là, c'est le Saint Graal qui vous permettra d'aller à la découverte et explorer les épaves, en France, les épaves les plus profondes. Alors nous, on a quelques épaves de légende que tout le monde veut absolument explorer. Je pense à ma préférée, à savoir le Natal,
au sud de Riou à 120 mètres de profondeur, ou alors le Proté au large de la Ciotat, ou encore le Maréchal Camp-Robert au large de l'île de Planier. Attends, Donc ça, je suis en train de les chercher là. J'ai le Goubrand, alors le... la Lagoubran, on est vraiment plutôt dans l'espace 70 mètres de profondeur, mais qui est déjà une très belle épave. Donc ça, c'est une plongée qu'on pratique assez régulièrement, nous, lors des formations Trimix 70 mètres. Le Lagoubran, il s'agit d'un remorqueur à hob Attends, je vais à vous montrer, vapeur. je vais vous montrer, je vais C'est vous montrer. le bateau de Tom Sawyer, hein, avec les roues à hob. Donc c'est un très beau bateau, et les bateaux à hob, aujourd'hui, on n'en voit plus. On n'en voit plus des masses, et là on a une très très belle épave avec encore toutes ces roues à hob qui sont parfaitement conservées. Donc c'est des très très belles explorations. Là, par exemple, on est sur quel niveau? Et puis après, je vais essayer de vous montrer une niveau pour l'hypoxique. Alors là on est sur un niveau Trimix 70 mètres R ou recycleur, mais désormais plutôt recycleur. D'accord. Et c'est une épave marseillaise. C'est une épave marseillaise qui est sur le trajet entre la Pointe Rouge et Planier. Et là, on y découvre par exemple un énorme congre avec un diamètre proche de celui d'une chambre à air de camion. Une bestiole de plus de 2 mètres, d'ailleurs qui s'est blessée toute seule dans l'épave sur des morceaux de ferraille. Et là, on y découvre quand même on y fait quelques belles rencontres, alors souvent des congres de ce type, mais aussi souvent les poissons lunes ainsi que les Saint-Pierre, qui sont les poissons de légende de la zone. Et sur ta chaîne YouTube, est-ce qu'il y a une vidéo particulière que tu souhaiterais montrer pour peut-être le U455 pour la partie hypoxique? Pour vous montrer ce qu'on peut découvrir à ces profondeurs. Oui, alors pour la partie hypoxique, effectivement, pour ceux qui ont un peu la bougeotte, on a une très très belle épave qu'on est allé régulièrement explorer en Italie, dans la baie de Gênes, qui est le U455. Un sous-marin qui est planté dans la vase. On dirait une espèce de menhir planté sur le fond, et qui a une position à 45 degrés. Alors les menhirs, je sais que ça fait toujours plaisir aux Bretons, et qui est une très 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 belle épave de sous-marin, et qui démarre dans la zone des 90 mètres de profondeur jusqu'à 115 ou 120 mètres de mémoire, et qui offre un point de vue complètement fou et surréaliste. Et ça, c'est donc là, on le voit, là, il ne s'agit pas d'un cachalot, mais il s'agit bien d'un sous-marin, et donc qui offre des contrastes et des points de vue assez spectaculaires, et qu'on a toujours beaucoup de plaisir à explorer. Plus proche de nous, une des épaves assez légendaires qu'on pratique sur Marseille, c'est l'épave du Titanic. Le Titanic, c'est une épave antique. C'est un tumulus d'amphore qui est situé à 101-102 mètres de profondeur au large de Cassis, et qui fait faire un voyage dans le temps de plus de 2000 ans, et qui est assez fascinant. Et comme c'est une profondeur qui dépasse de peu la barrière mythique des 100 mètres, et bien évidemment tout le monde prend toujours beaucoup de plaisir à l'explorer et à la découvrir. Des images assez spectaculaires. Là, on est à 100 mètres de profondeur, on pourrait s'attendre à y trouver l'obscurité totale, et là on bénéficie sur cette plongée qui avait été d'ailleurs pratiquée au mois de février, comme quoi même quand il fait très froid à Marseille, on arrive à faire des plongées assez folles. Et là on avait fait une très belle plongée de 2 heures en allant explorer ce champ d'amphores, donc là des amphores qui ont plus de 2000 ans, avec quelques langoustes plus récentes, et on fait un voyage dans le temps assez fou, avec une visibilité totalement hypnotique, et une plongée qui laisse des étoiles dans les yeux pendant des heures et des jours. Peut-être même des années à ce niveau-là, parce que je pense que quand tu vois ces images, tu l'as toujours un petit peu... Ouais, on l'a toujours dans un coin de la tête, et on a quelques plongeurs qui gardent de ces plongées-là. Pour tous ceux qui ont une fascination pour les objets antiques, pour l'histoire, là c'est un régal et un moment assez rare. J'en profite pour vous rappeler, parce que vous n'êtes peut-être pas tous arrivés au moment des annonces, que durant une semaine, il va y avoir une offre spéciale justement sur toutes les formations tech chez Plongée Tech Marseille. Je vais vous remettre, hop, c'est la fin de la vidéo, le petit code, c'est Radiotech, Radio espace Tech espace 06. On va vous le recommuniquer sur les réseaux. Ça reste un petit secret entre nous, ça dure une semaine. Donc pour toute réservation
faites dans cette semaine jusqu'à mardi prochain, vous ne paierez pas la certification, ce qui vous fait une réduction de 60 € sur les formations tech. Donc profitez-en. Et puis ça vous permettra de voir avec beaucoup plus de détails tout ce qu'on a légèrement abordé ce soir. Romain, j'ai vu plusieurs fois ta question. Je ne veux pas du tout paraître vexant et je te remercie sincèrement d'être aussi actif. Mais je t'avoue qu'on a traité ça avec beaucoup de détails dans le live de la semaine dernière. Je t'invite à aller le voir, mais tout simplement, pourquoi les paliers sont moins différents? Parce que lorsque tu es avec un recycleur, tu fais plus ou moins une machine à gaz, au sens propre du terme, et donc tu vas faire le mélange parfait. Donc en fait, c'est comme si tu respirais le meilleur Le meilleur nitrox nitrox. à la profondeur où tu te trouves. Donc forcément, vu que tu respires le gaz parfait, tu accumules, tu satures moins d'azote que si tu respirais juste un ou deux différents gaz, mais pas forcément optimisés. C'est bien ça, le recycleur permet d'optimiser au maximum. C'est tout à fait juste. Effectivement, ça permet essentiellement d'optimiser deux aspects de l'évolution en profondeur. Le premier, c'est l'optimisation de l'autonomie, car la machine va offrir une autonomie qui va passer de 1 heure à environ 5 heures, quelle que soit la profondeur. Et ensuite, c'est une machine qui est une usine à gaz à fabriquer instantanément, constamment, le meilleur nitrox à la profondeur en cours. Et donc, indirectement, c'est comme si on avait du nitrox 21, 22, 23, 24, qu'à 100 autour de la taille, mais qu'on n'avait pas besoin de le transporter, que la machine nous mettait systématiquement en bouche le meilleur nitrox à la profondeur en cours. Merci. Erwan, on te répondra tranquillement, regardons des images, mais on va peut-être essayer de finir sur peut-être les formations overhead, donc c'est-à-dire avec un plafond, et puis après on pourra faire un petit peu plus de hors-sujet si vous voulez qu'on parle des sites de plongée de Marseille, mais quoique on peut te répondre tout de suite. Pour la grotte à corail, Nicolas, on est plus sur de la caverne que sur de la cave dive, qu'est-ce que tu en penses? Absolument, absolument. Il faudrait que je vous redise en détail parce que je suis vraiment évidemment pas un spécialiste de la plongée souterraine, mais de mémoire, il y a 3 niveaux de certification dans le domaine de la plongée souterraine chez TIA et dans les différentes organisations. Le niveau initial de formation, c'est le niveau cavern diver. Le cavern diver permet de mémoire d'évoluer jusqu'à 60 ou 90 mètres de l'entrée dans un environnement où on arrive à voir la lumière du jour en direct. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau. Ça peut paraître être un niveau qui est assez réducteur, mais en réalité, déjà, il vous transmet tous les rudiments et les bonnes pratiques de la plongée souterraine, à savoir l'utilisation et la proximité avec un fil d'Ariane, la bonne maîtrise des techniques de palmage, de déplacement, et l'éventuel déplacement en situation de perte de visibilité. Le niveau numéro 2 que l'on va retrouver dans le domaine de la plongée souterraine, c'est l'Intro to Cave. L'Intro to Cave, c'est une certification qui permet, lorsque l'on évolue dans des environnements qui sont labyrinthiques, d'évoluer sans jamais s'écarter de la ligne principale. Donc on a toujours la ligne principale qui part en profondeur, et l'Intro to Cave permet d'évoluer sur cette ligne principale en respectant des règles de consommation de gaz qui sont de mémoire la règle du quart. Ensuite, on a la dernière formation qui est le Full Cave Diver. Et donc, toutes ces formations sont des formations que vous pouvez bien évidemment suivre en France, dans le Lot par exemple, ou dans d'autres zones où on pratique la plongée souterraine. Moi, j'ai eu la chance il y a quelques années d'aller faire ces formations, et notamment le Full Cave au Mexique, qui est un environnement fabuleux pour suivre ces formations, qui s'y prête particulièrement, parce que notamment il permet d'aborder la navigation dans des environnements labyrinthiques. Donc il faut s'imaginer, quand vous rentrez dans une cavité, vous avez très rapidement à proximité de l'entrée un fil principal qui s'aventure, qui va serpenter dans la galerie principale, et à intervalles réguliers dans cette galerie principale, vous pouvez avoir ici et là des réseaux secondaires, voire plus, qui vont ensuite s'aventurer dans les différentes zones. Et donc on va apprendre à naviguer sur la ligne principale, ensuite passer sur des réseaux secondaires et toujours matérialiser ces déplacements avec des petits accessoires qu'on appelle les flèches et les cookies pour, comme le petit poussé, se souvenir qu'on est passé par ici et qu'on voudra évidemment repasser par là, et évoluer de cette façon-là dans des environnements qui sont absolument féeriques, quoi, avec des stalactites, des stalagmites, des puits de lumière. Donc, le Full Cave Diver est une formation très exigeante, qui est à mon sens une formation qui se destine à des plongeurs qui ont vraiment la tête sur les épaules,
Moi, pour ma part, qui ne suis pas un adepte de la plongée souterraine, il m'est arrivé sur certaines plongées de me demander ce que je faisais là, quoi. Et d'avoir besoin de vraiment travailler aussi bien sur la technique que sur le mental. Et donc d'être un plongeur avec du sang-froid pour évoluer, se faire plaisir sans jamais se faire mal ni peur. Ah, ça me fait, moi personnellement, ça me fait rêver. Un jour, je nous emmènerai au Mexique dans les vidéos sur la chaîne YouTube afin de vous faire découvrir un peu cet univers. Mais on va peut-être finir à nouveau sur les images avec lesquelles on a commencé, sur la belle grotte arc-en-ciel, parce qu'on a quand même des sites qui ne sont pas les sénats mexicaines, mais qui restent quand même très plaisants. Est-ce que vous avez des questions, le chat, pendant que moi je nous lance sur la grotte arc-en-ciel? Ou si tu veux rajouter quelque chose, Nicolas? Quand tu parlais de la grotte arc-en-ciel, on aime bien à Marseille appeler ça le petit cénote marseillais. Alors c'est vrai que ça n'a pas la même taille, ni les mêmes formats, ni les mêmes degrés d'engagement, mais on a quelques sites avec des grottes assez fascinantes. Je pense à la grotte sans fond, à la grotte arc-en-ciel, la grotte mystérieuse, et on a des environnements qui se prêtent quand même à des bonnes pratiques de la plongée souterraine et qui permettent d'évoluer, de voir des choses un peu différentes, tout en ayant le loisir de pouvoir mettre en application des techniques et du matériel un peu spécifiques pour les explorer. Oh, si vous voulez rigoler, attendez, avant de vous montrer la grotte arc-en-ciel, alors, c'est vrai que j'ai de l'autodérision sur moi-même parce que je filme avec plusieurs caméras. Vous voyez pas que je tiens une perche parce que la perche est invisible, mais je peux vous assurer que rentrer dans une grotte avec deux caméras, une caméra fixée, une caméra à la main et devoir passer le bloc devant comme ça, c'est compliqué. Et là, justement, c'était pas une plongée avec toi, Nicolas, c'est une plongée avec Julien Plouchard, où on avait fait, je crois que c'était au niveau du petit boulème de l'île Mer, où de l'autre côté, on a des petites grottes un petit peu plus serrées, des petits passages, et j'avais pu essayer pour la première fois de passer un bloc devant, parce que ça fait quand même, ça fait tech. Et après, on va regarder la... Et donc ça, c'est aussi, ça fait partie des choses que moi j'ai appris et que j'ai découvert justement en faisant des plongées avec Julien, où on s'entraîne à à contrôler notre flottabilité, à passer dans des zones un petit peu plus serrées, où on va aussi mettre plusieurs bouteilles sur nous pour essayer de trouver notre équilibre. Et ça peut aussi ressembler un petit peu à ça, la plongée tech. Donc Alors voilà aussi. ça peut effectivement aussi ressembler à ça, et moi ça m'évoque certaines plongées que j'ai pu faire dans des épaves un peu étroites et un peu exiguës dans le coin, où pour les besoins de l'exploration, pour les besoins, il a fallu trouver des configurations assez fit, assez étroites, qui permettaient de se faufiler dans des environnements vraiment pas bien vastes. Et donc la configuration side mount, par exemple, elle s'y prête, hein. C'est vrai que quand vous avez deux bouteilles sur le côté, si vous mettez une des bouteilles devant, vous arrivez à vous glisser par des petits trous de souris et vous arrivez à évoluer tout en étant en sécurité dans des environnements qui sont très étroits. Alors après, souvent la limite, et ça c'est un élément qui est important, et c'est aussi une des définitions du plongeur tech, c'est que le plongeur tech, c'est pas simplement un plongeur qui utilise un équipement spécifique, un équipement technique, mais c'est aussi un plongeur qui a la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de la difficulté, et qui sait calibrer le niveau de difficulté qu'il s'impose et de ne pas dérailler et de ne pas se retrouver dans des situations qu'il ne maîtriserait pas. Est-ce que les amis dans le chat, vous avez des questions que vous souhaiteriez aborder sur la dernière partie du live? Et ça, donc justement, c'est une autre petite grotte que vous pouvez faire à Marseille. Il y en a plutôt pas mal. Moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de passes. On en découvre sur plein de sites parce qu'on va avoir justement la grotte à Pérez, mais dans ce coin-là, on a des petites caves rigolotes que j'avais même pu faire avec un recycleur quand j'avais fait un baptême. On a celle-là au niveau du Tiboulène de mer. On a les belles comme la grotte arc-en-ciel, la grotte sans fond. Il y en a une troisième à cet endroit-là, je crois que c'est la caverne mystérieuse. La grotte mystérieuse, et effectivement, on a aussi après sur Riou la grotte de la Boule et Jade, dans laquelle on y aperçoit régulièrement de très gros congres et de très gros homards. Je ne l'ai pas encore fait, celle de la Boule et Jade. Ça va venir incessamment sous peu. Et là, c'est le moment où je galère à tenir une caméra en même temps. Et Kamel a tout à fait raison, effectivement, on a à proximité de l'île de Planier une très belle zone avec des grottes qu'on appelle les grottes du Véron, qui est
proximité d'un plateau rocheux qui est dans la zone des 20 mètres, alors que partout autour il y a 70 mètres. Il faut s'imaginer à l'ère glaciaire, là, alors quand dans toute la zone méditerranéenne, l'eau était 100 mètres en dessous, que c'était une zone un petit peu finalement une espèce de petite colline avec au sommet de cette colline un réseau de grottes dont la légende dit qu'il s'agissait d'habitations troglodytes. Et là, on a désormais vraiment une zone qui est très très riche en poissons, avec énormément de mérous, beaucoup de crustacés, beaucoup de très très beaux poissons. Et ça, c'est une zone qu'on pratique assez régulièrement et qui est absolument fascinante avec tout ce réseau de grottes. Moi, pour ma part, je t'invite à jeter un coup d'œil. Il y a quelques questions dans le chat. Moi, pour ma part, je découvre vraiment Marseille comme un espace de jeu. Je ne pensais pas trouver autant de choses et j'en discutais avec Julien aujourd'hui. C'est vrai que moi, dans le cadre de mon activité, quand je travaillais aux Caraïbes, par exemple, on avait un certain quotidien où on allait globalement. Alors oui, les plongées étaient sympathiques, les plongées étaient très belles, mais il n'y avait pas forcément cette diversité qu'on peut avoir ici avec des épaves, des tombants, des grottes, des trous, et ça varie beaucoup. Et bah, il y a des couleurs quand même assez sympas. Là, on fait des plongées cool, quoi. Et je t'invite à répondre aux questions. Et moi, je vais envoyer la grotte arc-en-ciel pour finir sur des belles images. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées, notamment sur comment calculer la réserve de gaz. Alors ça, notamment dans le cas de la plongée profonde et de la plongée souterraine, on est très attaché à la notion de règle de tiers ou de quart. Et ça, c'est des techniques qu'on utilise beaucoup. Je ne pourrais pas vous donner les détails maintenant parce que il faudrait se pencher sur un calcul un peu complexe qui nous prendrait du temps. Mais ce sont des techniques que l'on aborde beaucoup lors de la formation niveau 3 Initrox confirmée. Et on est capable de vous donner des recettes très très simples pour faire une planification de plongée profonde en obtenant juste quelques indices donnés par votre directeur de plongée pour définir tous les critères de pilotage de votre plongée profonde en quelques minutes et justement de pouvoir vous aventurer sur une plongée profonde avec beaucoup d'engagement en ne prenant quasiment aucun risque et en ayant des critères de pilotage qui soient très précis. Alors après, pour répondre à une autre question, effectivement, dans la formation caverne, l'idée c'est de toujours avoir à un moment donné une vision sur la lumière que l'on pourrait trouver à l'extérieur de la caverne. Ça fait partie des critères. Sinon, au-delà, on rentre dans des formations un peu plus complexes qui vraiment demandent une grande maîtrise dans le domaine de la navigation sans visibilité. Et donc, dans les formations en plongée souterraine, un des exercices les plus fréquents qui sont pratiqués, qui est d'ailleurs souvent un des plus rigolos, consiste à se déplacer le long d'un fil d'Ariane avec un masque occultant sur le visage qui oblige à appréhender son environnement uniquement de manière tactile, en ayant recours à tous les sens sauf celui de la vue, alors que c'est celui qu'on utilise normalement le plus en plongée. Et bien là, on va palper, on va réfléchir, on va essayer d'estimer si on est en train de monter, de descendre, et on va appréhender l'environnement un peu différemment. C'est en niveau intro to cave, on doit toujours voir la sortie et l'entrée. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de règles spécialement établies. Il y en a une, effectivement, il faut voir la lumière, et il faut être à une distance qui est précise. Et de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est entre 60 et 90 mètres. Moi, ce dont je me souviens quand je faisais les cours, les pénétrations départ, par exemple avec Paddy, c'est que, par exemple, si tu ne devais pas... on mettait la distance horizontale plus la profondeur où tu étais ne devait pas excéder ton niveau de plongée. Par exemple, si j'avais une habilité à plonger à 40 mètres, je pouvais descendre à 15 mètres de profondeur et faire une pénétration de 25 mètres dans l'épave. Donc ça faisait 15 plus 25, 40, je restais dans mes prérogatives. C'est l'idée, ouais, c'est l'idée. Et c'est pour ça, moi, quand j'enseignais au Portugal, en fonction des niveaux de plongeurs que j'avais, j'utilisais des spools avec des longueurs différentes. Et donc, comme ça, quand j'arrivais au bout de mon spool, je savais que j'avais un spool de 10 mètres, un spool de 15. L'un avait une ligne jaune et l'autre blanche. Et je savais à quel endroit j'étais spécifiquement dans l'épave. C'est quelque chose que je vous invite à faire pour des épaves, en tout cas. C'est pratique. Voilà, pour rebondir sur la remarque de Cam, c'est très vrai que la plongée technique, depuis tout à l'heure, on aborde ça beaucoup à travers le prisme de la technique, du matériel. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement quand on a parlé de l'environnement souterrain. C'est aussi et avant tout vraiment une philosophie et un état d'esprit. Et pour l'illustrer, le sang-froid, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de l'anxiété, c'est quelque chose qui peut se travailler dans le temps. Est-ce que ça s'enseigne? Peut-être, ça peut se développer sûrement. Mais l'idée, quand on pratique la plongée technique, c'est de pratiquer en sécurité.
Et pour pratiquer en sécurité, il faut évidemment ne pas devenir psychologiquement un maillon faible. Et une des façons de rester un plongeur efficace et safe, et ça c'est un élément constitutif des formations tech et que nous on prend beaucoup de plaisir à enseigner et qu'on aborde de manière systématique, c'est la notion de la gestion des risques et de la maîtrise des risques. Et donc, de manière systématique, dans toutes les formations que l'on dispense, on va toujours mener les plongeurs dans une réflexion sur quels sont les risques auxquels leur pratique les expose. Et ça nous amène à réaliser toujours l'exercice du what if. Qu'est-ce que je dois faire en cas de? L'idée, c'est, quand on s'aventure dans un environnement donné, avec un équipement donné, de lister de manière très exhaustive tous les risques et les dangers auxquels on s'expose, et de faire au préalable une réflexion une analyse de ces risques pour trouver des solutions en amont et ne pas avoir à improviser, si le problème se déclare, une solution au moment où on n'a absolument pas le cerveau qui est prêt à l'aborder. Donc un plongeur tech, c'est aussi un plongeur qui rationalise ses risques en déterminant les risques auxquels il se soumet et en imaginant des solutions qu'il pourrait appliquer comme des procédures à appliquer de manière totalement totalement stricte, sans se laisser le choix de la réflexion. Alors bien sûr, la réflexion, il la faut, mais par contre, ce travail de réflexion en amont, dans l'analyse des risques, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement et qui permet justement d'avoir un meilleur contrôle sur les émotions en sachant finalement à quoi on s'expose et quels sont les risques qui se présentent devant nous. Après, ce what if, c'est quelque chose que tu peux aussi appliquer à la plongée récréative, hein. Et même au live, on en rigolait tout à l'heure avec Nicolas, mais nous, on a un what if, si Internet saute, on passe sur la 5G des téléphones, ça fait Absolument. partie du jeu, quoi. C'est la redondance à laquelle on est si attaché. Sur ces paroles et sur ce what if, je pense qu'on va lentement finir ce live. Si vous avez encore quelques questions, allez-y. Moi, je vous invite vraiment, ben, je suis un peu de parti pris vu que je fais ma formation chez toi parce que j'aime beaucoup la façon dont on se forme chez toi, mais je vous invite à venir vous former au niveau 3 et à découvrir peut-être la plongée, les débuts de la plongée technique. Les images que vous avez vues, notamment de moi qui m'entraîne à passer ma bouteille sur l'avant, qui apprend à prendre plusieurs bouteilles avec moi, sont des choses que je fais dans le cadre du N3 et dans le cadre du Nitrox avancé. Donc ce ne sont pas des choses que l'on vous fera faire ou que l'on vous demandera partout. C'est une prise de position de plongée tech, bah, pour le coup que je respecte et que j'encourage. Donc c'est pour ça que j'en parle un maximum et je vous invite donc à venir plonger avec nous cet été et à profiter justement donc dans la semaine qui arrive du code RadioTech06. C'est quoi le sujet du prochain live? On vous proposera 3 sujets. Moi, ça fait un moment que je l'ai en tête. J'aimerais bien qu'on fasse des planifications de plongée type, mais c'est vous qui choisirez. Si vous voulez choisir les prochains sujets, allez sur l'Instagram de Plongée Tech Marseille. On publiera en story 3 options et bah, ce sera le meilleur qui gagne. Et sachez que comment débuter la plongée technique, ça a très bien marché. C'était de loin la plus publicité. Donc, pour répondre à cette question, comment débuter la plongée technique chez Plongée Tech Marseille? Eh bien, c'est avec le niveau 3 et avec le Nitrox avancé. On est d'accord là-dessus, Nicolas? On est bien d'accord. Après, évidemment, en fonction de vos projets, de vos fantasmes de plongée, toutes les approches sont possibles, hein. Pas plus tard que demain matin, on va démarrer une formation side mount pour un plongeur qui a l'intention de partir ensuite aller faire des formations en souterraine dans les cénotes et qui veut développer son potentiel de plongeur side mount avant. Donc on peut faire tout et on a un large panel de formations et d'expertise dans ces domaines-là. Ouais, vous pourrez voir toute l'équipe. On salue aussi Ludovic, qui est le plongeur que vous voyez ici, qui fait partie de l'équipe de Plongée Tech Marseille. Et on essaye de faire des plongées cool, en fait, tout simplement, et de passer des bons moments. Je te laisse le mot de la fin, Nicolas. Comme toujours, on a un petit décalage au niveau du temps avec vos questions ou vos commentaires, mais n'hésitez pas à nous dire comment vous avez trouvé ce live. C'est toujours très encourageant de lire vos retours, c'est très important pour nous. Le replay sera accessible normalement dès demain
sur la chaîne de Plongée Tech Marseille, sur la chaîne YouTube de Plongée Tech Marseille. Et donc, dites-nous si vous avez passé une bonne soirée, dites-nous si vous avez aimé ce contenu, si vous avez eu réponse à vos questions et si ça vous a donné envie de venir ou de revenir chez nous. Et je t'en prie, je te laisse le mot de la fin. Et moi, je regarde vos chouettes messages dans le chat. Eh bien, Kevin, j'en profite pour te remercier parce que c'est déjà la 2e édition. C'est pas, on commence pas à être parfaitement. Moi, je ne suis pas en tout cas rompu encore à l'exercice, mais je commence à prendre de plus en plus de plaisir à le faire. Donc, je te remercie pour cette belle initiative et qui est accueillie par les différents commentaires et les différents messages qui nous ont été transmis jusqu'à présent avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, merci beaucoup parce que c'était une belle initiative de Kevin que de lancer cette Radiothèque Marseille et je me prête volontiers à l'exercice. Et n'hésitez pas à nous transmettre. La meilleure source d'inspiration, c'est évidemment vous. Donc n'hésitez pas à nous transmettre en commentaire vos suggestions de sujets pour la suite. Je sais que c'est souvent tentant pour les plus chevronnés d'entre vous d'aborder des sujets très techniques. Pourquoi pas? On pourrait le faire. On pourrait se lancer dans des sujets plus exotiques et farfelus, pourquoi pas volontiers. On est là pour passer du bon temps ensemble et on vous remercie évidemment tous pour la qualité des échanges qu'on a, pour votre bienveillance et pour finalement tous ces instants de passion qui sont partagés dans l'eau ou hors de l'eau. Et donc, je vous salue et vous dis à très bientôt. Bonne soirée les amis. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup aux modérateurs qui sont là 1 heure avant le live pour m'aider à faire la préparation et qui sont aussi là durant tout le live pour que le chat et cette émission se passent le mieux possible. Allez, au revoir. Merci.